Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Gilles Beyer était un grand entraîneur de patinage artistique. Il est mort en janvier 2023 et ne sera donc jamais jugé pour ce qu'il a fait. Car il était accusé d'avoir violé plusieurs de ses élèves, et notamment la plus célèbre d'entre elles, Sarah Abitbol, 10 fois championne de France, vice-championne d'Europe et médaille de bronze aux championnats du monde. Elle a longtemps caché ce qui lui était arrivé, avant de tout révéler dans un livre poignant paru chez Plomb, Un si long silence. C'est avec les mots de ce livre que j'ai bâti mon récit, et Sarah Abitbol a accepté de le débriefer. Voici donc l'histoire de son très long silence que Tugdual de Dieu le veut m'a aidé à écrire. Réalisation Mathieu Frette. Europe 1, Christophe Ondelatte. C'est un petit carnet à spirale. Dans ce carnet, la future championne que je suis consigne la durée de ses footings quotidiens. Et à la fin du carnet, il y a une page pliée en deux. Et dessus, il est écrit « 21 et 29 juillet 1990. P plus T. 1er, 2 et 3 août 1990. S plus C de 2h30 à 5h. 15 août, C. 17 août, C. Nuit du 16 au 17 octobre, C. 18 octobre, C. Nuit du 19 au 20 octobre, C. Ces lettres, P, T, S, C, eh ben c'est un code. P pour peloter, T pour toucher, S pour sucer et C pour coucher. Ce carnet est resté fermé pendant près de 30 ans dans un tiroir du salon. Vous étiez mon entraîneur, Monsieur O. Et je venais d'avoir 15 ans. Et vous m'avez violé. Vous avez détruit ma vie. Et aujourd'hui, je veux balayer ma honte. Je veux la faire changer de camp. La première fois que je pose un pied sur la glace, j'ai 4 ou 5 ans. C'est à la patinoire du Petit Port, à Nantes, une sortie scolaire. Ma mère me raconte que je suis entré d'un trait sur la glace et que je me suis mis à faire l'andouille, alors que la plupart des enfants s'accrochaient à la barrière. C'est une révélation. Elle est très à l'aise sur la glace. Vous devriez l'emmener patiner le matin, avant d'aller à l'école. Pour patiner, je suis prête à tout. Je ne bronche pas quand ma mère me réveille à 5h30 pour m'entraîner de 6h30 à 7h30 et repartir à l'école à 8h. Je suis une enfant de nature turbulente. Sur la glace se trouve le défouloir idéal. Je peux dépenser ce trop-plein d'énergie sans me faire gronder. Et j'ai de la chance. Mon corps est une machine de guerre énergétique. Je n'ai peur ni des sauts ni des chutes. Je suis bosseuse, déterminée et ambitieuse, avec le mauvais caractère nécessaire pour devenir une championne. Je n'ai peur de rien, sauf de ma prof, Huguette. Elle m'engueule beaucoup sur la glace. Allez, Sarah! Non, 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 pas comme ça! Voilà! Elle dit que c'est pour me motiver qu'elle crie, que c'est parce que je suis très doué. Mais j'en vois beaucoup au fil des années qui décrochent à cause d'elle. Mais moi, personne ne me fera arrêter. À 10 ans, je remporte toutes les compétitions régionales. Moi, je peux vous dire que des Sarahs, il y en a une tous les 30 ans. Et encore. Et un jour, monsieur, vous venez à la patinoire et vous me repérez. Sarah, c'est ça? Je voudrais vous proposer de rejoindre mon club. Ça veut dire aller à Paris. Oui, je veux me donner toutes les chances d'être une championne. Oui, je suis prête à tenir le rythme du sport-études. 5 heures d'entraînement le matin et 5 heures de cours l'après-midi.
Il est dur, monsieur O. Il crie tout le temps. Ton épaule gauche, ça, mais c'est pas vrai. Et ta jambe, putain. Et en plus, il est violent. Quand il n'est pas content, il nous projette d'un coup d'épaule contre la barrière et il nous soulève en nous accrochant par le cou. Il appelle ça Oshimata. Personne n'ose protester. Bizarrement, il s'occupe aussi de nos étirements au sol. Je sens d'un coup son poids écraser mon dos, son ventre se coller à mes reins, et je respire son souffle chaud dans mon cou, et l'odeur de son parfum, Fahrenheit. Vous êtes le seul, monsieur O, le seul parmi les entraîneurs à vous coller à nous chaque cours, et à nous donner chaque matin une petite claque sur les fesses. Vous dites que ça porte bonheur. C'est comme ça. Il n'y a rien à dire. Décidément, j'aime pas vos méthodes, monsieur O. Et mon patinage s'en ressent. Je ne progresse plus. Pire, je régresse. Mes triples sauts passent moins bien. Je suis en train de perdre la flamme. Je viens d'avoir 15 ans, et l'été, comme la plupart des sportifs de haut niveau, je pars en stage. Depuis 2 ans, je participe au stage de La Roche-sur-Yon, que vous organisez, monsieur O. 8 à 10 heures de sport quotidien. C'est pas l'éclate. Mais un stage réussi, c'est la promesse d'une saison efficace. C'est incontournable quand on a de l'ambition, et Dieu sait si j'en ai. Bon alors, mesdames et messieurs, je vais vous faire visiter les lieux où vont vivre vos enfants pendant le stage. Donc ici, là, c'est l'étage des garçons, hein, et au fond, là, c'est la chambre du surveillant. Et maintenant, on va monter au-dessus, donc là-haut, c'est le dortoir des filles, hein. Soyez rassurés, hein. Elles ont une surveillante femme. Je rejoins le box qui m'a été dévolu. Je range mes affaires dans l'armoire, et je pose mes peluches sur l'oreiller. Tu trouves pas bizarre que je sois là, assis sur ton lit? J'ouvre les yeux. Je suis bien dans mon lit, à La Roche-sur-Yon. Mais pourquoi vous êtes là, monsieur O? Vous vous collez contre moi? Je sens votre parfum, votre bouche sent mauvais. Vous êtes saoul, monsieur O. Voilà. Fallait que je te dise. J'aime ma femme, hein. Mais dans un coin de ma tête, je t'aime. Et là, je sens vos lèvres et votre langue entrer dans ma bouche. Je suis submergé de dégoût, mais incapable de faire un geste comme tétanisé. Tu veux me plaire, toi, hein? Tu le sais, hein, que t'as du charme. Vous me palpez les seins, vous me les pincez très fort, vous me faites mal. Vous glissez votre bras sous le drap, votre main me touche en bas, entre les jambes. Je voudrais fuir, mais je bouge pas. Je voudrais crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. Tout ça, c'est secret, hein? Faut que ça reste entre nous, ça. Et après, vous esquissez ce geste que vous reproduirez presque à chaque fois. Vous glissez votre main ouverte, à plat, sur mon visage, de haut en bas, très lentement, des yeux jusqu'à la bouche. Façon concrète et symbolique de me faire taire. Vous avez recommencé. Sur mon petit carnet, j'ai noté 7 dates entre juillet et août. Vous mettiez votre grosse tête entre mes jambes et vous embrassiez mon sexe. Et maintenant, embrasse le mien. Ma femme, elle veut pas le faire. Mais les hommes adorent ça. J'ai résisté. Je n'ai pas fait le moindre geste. Je n'étais qu'une planche, inactive, le jouet passif de votre perversité. Mon esprit partait, je ne ressentais rien, comme si j'étais absente de mon corps. Sur les autres dates de mon carnet, il y a un C pour coucher. Le premier soir du C, vous montez sur moi, monsieur O, et vous me demandez « T'as jamais eu personne avant moi ?
Hein? Ce que vous me faites, monsieur O, je ne sais même pas que ça existe. J'ai déjà embrassé un garçon, mais je ne sais pas comment on fait l'amour. Je suis une oie blanche élevée dans une bulle dédiée au sport. Je sais juste que vous n'avez pas le droit. Je ne vous aime pas, monsieur O. Vous êtes vieux, et moi trop jeune. Ces nuits sans sommeil sont une torture. Quand vous finissez par partir, je sombre 1 heure ou 2, et il faut déjà se lever. Et après, je chute tout le temps sur ma boucle piquée. Je titube. Dans ma tête, c'est l'hécatombe. Je n'arrive plus à suivre le rythme. Mi-août, le stage se termine enfin. Pour moi, c'est la fin du cauchemar. Comme tous les ans, nous organisons un gala de clôture. Je porte une combinaison toute blanche et je patine avec une telle intensité, une telle émotion. C'est un cri, en vérité. C'est un appel au secours. Avec mon corps, j'exprime ce que je ne peux pas formuler. Et les spectateurs sentent l'émotion. Je suis ovationné. Mais évidemment, personne ne comprend le message. Ce soir-là, en tout cas, je pense être tranquille, dormir, enfin. Je me trompe. Vous surgissez dans mon box avec votre lampe torche et vous me prenez par le bras. Viens, viens Sarah, on sera plus tranquille. Et vous me poussez dans un renfoncement près des toilettes. Et vous faites votre affaire. Et ensuite, vous rejoignez la patinoire et sans doute buvez-vous un verre avec mes parents ce soir-là. Et sans doute ils vous félicitent pour ce stage réussi. De retour à Paris, vous avez continué, monsieur O. Dites, je voudrais garder Sarah là 1 heure de plus. En ce moment, elle progresse pas assez. Elle manque de concentration. Faut que je la fasse travailler, quoi. Je la ramènerai à la maison tout à l'heure. D'accord? C'est vraiment gentil de votre part. Et là, au fond de moi, c'est la panique. Vous m'entraînez une 20aine de minutes. Bon, allez hop, on y va. Tu ranges tes affaires et je te ramène. Ce soir-là, monsieur O, vous m'avez violé dans votre voiture. Pendant 2 ans, vous dites à ma mère, ce soir-là, je garde Sarah pour l'entraîner. Et vous me violez. Dans le parking, dans les vestiaires ou dans les recoins de la patinoire. Une fois, vous m'emmenez chez vous. Et à côté du canapé où vous me faites basculer, il y a un séchoir avec des vêtements de bébé. Au fur et à mesure des viols, vous prenez l'habitude de me susurrer des mots obscènes à l'oreille. T'aimes ça, hein? T'aimes ça, hein, salope? Et quand vous avez fini, vous me reconduisez chez moi en voiture. Ça va, Sarah? Ça s'est bien passé? Ouais, ça revient un peu, les sauts. Et je file sous la douche. Et je reste longtemps sous l'eau chaude, même si elle brûle mes tétons meurtris. Et je dirige toujours le jet d'eau vers ma bouche. Je me lave l'intérieur du corps et je recrache l'eau pourrie. Un jour, nous sommes tous convoqués à Chantilly pour des bilans médicaux. Ma mère m'a accompagné, elle attend dans le couloir. Ça va être long, hein. Je peux la ramener si vous voulez. Oh non, merci, c'est gentil, je vais l'attendre. Mais non, allez-y, avec tout ce que vous faites pour nous, je peux bien faire ça. Et ma mère finit par accepter. Et sur le chemin du retour, il s'arrête devant un hôtel. Allez, sors, suis-moi. Je me dis qu'à la réception, ils vont bien voir que je suis trop jeune, que c'est pas normal. Mais non, le monsieur ne me remarque pas. Vous donnez même votre nom et vous payez avec votre carte. Vous n'avez pas honte.
envie d'essayer. T'aimerais pas qu'on fasse un essai ensemble, tous les deux, toi et moi? Il s'appelle Stéphane. Il me soulève et je me sens volé. On ne m'avait jamais porté, j'adore. Et l'avantage, c'est que vous n'entraînez pas les couples, monsieur O. C'est Jean Roland maintenant qui décide de notre emploi du temps. Vous ne pourrez plus me faire rester plus tard le soir. Et désormais, je serai accompagné en permanence par mon partenaire. Vous n'avez plus le champ libre, monsieur O. Je me souviens très bien du moment de ma libération. Je vous croise dans un couloir, vous me barrez le chemin. Vous voulez vous approcher et pour la première fois, je vous repousse. Alors ça y est, c'est fini entre nous? Maintenant tu as Stéphane. Je vous regarde dans les yeux. Et pour la première fois depuis 2 ans, je n'ai pas peur de vous, monsieur O. Dans les années qui suivent, votre ombre, monsieur O, se dissipe jusqu'à disparaître totalement de ma vie. Il m'arrive de vous croiser, et je vous salue comme si il ne s'était rien passé. Parce que dans ma tête, il ne s'est rien passé. Je découvrirai plus tard que le phénomène est très connu par les psychiatres. Ils l'appellent amnésie traumatique. Et moi, j'ai oublié pendant 11 ans. Pendant ces années-là, Stéphane et moi remportons 10 fois les championnats de France. Et nous décrochons une médaille de bronze au championnat d'Europe. Et en 2000, une autre au championnat du monde. En 2002, je me blesse juste avant les JO de Salt Lake City. Mais en 2003, nous sommes vice-champions d'Europe. Des hauts, des bas, une carrière de sportif. Avec Stéphane, pendant toutes ces années, on est amoureux. Et ça aide beaucoup. Et puis on se sépare pour ne rester que partenaires de glace. Et c'est là que je rencontre Olivier. À cette époque, j'ai mis fin à ma carrière amateur et je suis passé professionnel, nouvelle vedette de la tournée Holiday on Ice. Mais je ne vais pas bien. Je fais des malaises, je titube de fatigue. C'est une spirale, je ne la contrôle plus. Et l'idée m'effleure plus d'une fois d'en finir. Et un jour, Olivier me dit « Je comprends pas ça. T'es jolie, t'es au sommet de ta carrière, t'es entouré d'amour, le public se lève pour scander ton nom. Pourquoi t'es triste? T'es joyeuse et tout d'un coup tu bascules. Quelque chose te bloque et t'empêche de vivre. Je le sens, hein. Mais qu'est-ce que c'est, Sarah? » Et un soir, alors qu'on est l'un contre l'autre sous la couette, il me dit « Sarah, il s'est passé quelque chose de grave dans ton enfance, je le sens. Je peux tout entendre, tu sais. Dis-moi, il faut que ça sorte, Sarah. » Et là, une image me vient soudain. Vous êtes assis sur mon lit, monsieur O. Et vous me dites, tu trouves pas bizarre que je sois là, assis sur ton lit? Et là, je murmure à Olivier, c'était mon entraîneur. Je venais d'avoir 15 ans. Et je cours vomir dans les toilettes. Olivier me le répète depuis 2 heures. Il veut que j'aille le dire à mes parents. Il a raison. Mais j'ai si peur. Que vont-ils penser? Je ne serai jamais devenue championne sans leur sacrifice. Je vais tout casser. Maman est assise sur le canapé. Elle lève la tête. Et elle voit ma mine, ravagée par une nuit blanche. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Viens, parle-moi. Elle ne sait pas que dans quelques minutes, son petit monde construit autour de moi va s'écrouler. Combien d'heures a-t-elle attendu pendant toutes ces années à me regarder m'entraîner, frigorifié, sur les bancs de la patinoire? Combien de kilomètres pour m'accompagner aux compétitions? Combien de nuits blanches à calmer mes angoisses de championne? Elle va avoir tant de peine. Elle croit si bien vous connaître, monsieur O. Maman, je voulais te dire, Stéphane, ça n'a pas été mon premier homme. Et Olivier veut que je te dise, c'était à La Roche-sur-Yon.
Et Monsieur O est entré dans mon box. Elle a compris. Mais c'est pas possible. L'ordure. Enfin, on avait une confiance illimitée en lui. J'ai rien vu. Faut le dire à papa. Non. Non, moi je peux pas. Alors elle va le lui dire elle-même. Mais qu'est-ce qui t'a fait, salaud? Je vais le tuer. Je vais le tuer. On va aller le voir. Et on peut aller porter plainte maintenant, si tu veux. À moins qu'il y ait prescription. Hein. Attends, je regarde. Il n'y a pas prescription, ça. Mon père m'a amené au commissariat. Et finalement, je n'ai pas porté plainte. J'aurais dû. Mais j'étais trop dévasté. Mon père a décidé d'aller voir l'ordure. C'est comme ça qu'on le désigne dorénavant à la maison. L'ordure. Vous savez sans doute pourquoi on est là? Sarah nous a tout dit. Je savais qu'un jour cette conversation aurait lieu. Enfoiré! Comment est-ce que vous avez pu faire ça? Elle avait 15 ans. Et vous 35. Et à nous, notre amitié, on avait une confiance totale en vous. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous demande pardon. Je n'ai pas pu, monsieur O, vous dire les yeux dans les yeux, vous êtes une ordure. Je m'en veux tellement. Il y a beaucoup de rumeurs autour de Laetitia, monsieur O. Elle a été votre élève très jeune. Et le bruit court qu'elle a parlé contre vous et qu'il existe un dossier au ministère. Vous auriez même été suspendu un temps. Alors je décide de contacter le ministre des Sports. Je le connais un peu. J'ai besoin que tu me donnes des conseils pour agir et que tu m'aides à l'empêcher de nuire. Écoute, je vais regarder. Je te rappelle très vite. Il me rappelle 48 heures plus tard. Et il me confirme. Ils ont un dossier sur lui. Mais si tu portes pas plainte, on peut rien faire. Hein. Écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, je peux t'aider. Pour le reste, vaut mieux en rester là. Hein. Je suis sidéré. Il existe un dossier contre vous au ministère. D'autres filles se sont plaintes de vous, monsieur O. Depuis des années, tout le monde sait que vous constituez un danger. Et on vous laisse continuer à régner sur votre royaume, en toute impunité. Les années passent. Extérieurement, tout va bien. Je regarde grandir ma fille. Je patine dans des galas. Je maquille comme je peux mes névroses. Et je me suis assis sur mon secret. Mais au fond de moi, j'attends de pouvoir parler. L'occasion se présente à l'hiver 2011. Ma tournée fait escale à Albertville. Et justement, Laetitia est coach là-bas. J'ai besoin de te parler, Laetitia. Ok, Sarah? Viens demain goûter à la maison. Elle me raconte que monsieur O l'a poursuivi pendant plusieurs années à partir de ses 15 ans. Il déposait des roses sur mon lit, il m'écrivait des mots d'amour aussi. Et puis après chaque compète, il me demandait de venir dans sa chambre, soi-disant pour un débrief. Mais la vérité, c'est qu'il fallait que je lui masse les jambes. Mais il n'a jamais essayé de... Non. Non, j'ai réussi à m'échapper à temps. Il y a même un moment où j'étais obligé de prendre un garde du corps, tu vois. Et puis j'ai alerté la fédération. Je leur ai dit que je voulais changer d'entraîneur. Et en 98, la police judiciaire m'a convoqué, mais j'ai pas voulu porter plainte. Et il y a eu des suites. Ils l'ont suspendu de ses fonctions, je crois, de speaker de l'équipe de France, et puis ils lui ont enlevé quelques fonctions, je crois, à la Fédé. Mais bon, il a fini par revenir. Mais elle n'a pas envie de creuser plus. Elle ne veut pas replonger dans ces sales années. Je suis désolé, Sarah. J'ai trop souffert, hein. J'essaye d'oublier. Mais tu peux compter sur moi, si t'as besoin. J'ai recueilli beaucoup d'autres témoignages. Beaucoup. Ils savent tous. Moi, j'ai dormi avec lui pendant une tournée. Mais il s'est rien passé. J'ai entamé une procédure en justice. Et puis je l'ai retirée. Et après, elle est devenue entraîneuse dans sa patinoire.
Drôle de coïncidence. Ah ben moi, il m'a forcé à faire des choses. Mais je veux pas en parler, ça sert à rien. Plein de patineuses ont essayé de parler. Il est toujours resté en place, cet enfoiré. C'est dur de rompre l'omerta, monsieur O. Mais la petite fille qui est encore en moi ne veut plus se taire. Je ne vais pas le faire pour me venger, monsieur O. Je vais le faire pour relever la tête. Je vais le faire pour guérir, pour passer du statut de victime honteuse à celui d'exemple, pour aider les autres Sarah à parler. Avec mon livre, j'espérais jeter un pavé dans la mare. J'ai provoqué un raz-de-marée. On m'écoute, on me remercie. Tout a été si lent avant et tout va si vite maintenant. Une enquête préliminaire est ouverte contre Monsieur O et il est mis en examen. Je peux vous donner son nom maintenant. Il s'appelle Gilles Beyer. Il a dû quitter son poste et le président de la fédération a dû démissionner. Aujourd'hui, j'ai encore des angoisses, des blocages. Et Monsieur O continue de revenir dans mes cauchemars. Mais je n'ai plus peur. Et surtout, je n'ai plus honte. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire de la championne de patinage artistique Sarah Abitbol en prêtant ma voix à ses mots dans un livre paru chez Plomb, Si long, silence. Dans ce livre, elle raconte comment, à partir de l'âge de 15 ans, elle a été régulièrement violée par son entraîneur Gilles Beyer, décédé depuis. Et c'est avec elle, bien sûr, que je débriefe cette histoire. Je me doute que d'avoir réentendu vos mots vous a bouleversé? Oui, 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 c'est pas facile. Je j'ai pas réussi à relire mon livre. Je voulais le faire, mais c'est trop compliqué pour le moment. Donc, de réécouter, oui, tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai ressenti, c'est bouleversant, et évidemment, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Sarah, quand vous avez appris la mort de Gilles Beyer, qui est donc mort des suites d'une longue maladie, et qui ne sera donc jamais jugé pour ce qu'il vous a fait? J'étais sous le choc, puisque effectivement ça fait 3 ans qu'on attend la réponse d'un juge d'instruction, et j'ai pensé à toutes les victimes que nous sommes du même agresseur, en me disant il ne sera jamais jugé. Après, je me suis dit que Dieu en avait décidé ainsi, et qu'il fallait continuer à se battre avec mon association La Voix de Sarah contre l'imprescriptibilité des crimes sexuels, pour essayer de faire rentrer l'amnésie traumatique dans la loi, et continuer à se battre, en fait. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce moment-là, c'est-à-dire, vous n'êtes pas partagé à dire je le hais, et en même temps, il a tellement marqué ma vie, il m'a entraîné, il a fait de moi une championne. Vous n'êtes pas partagé lorsqu'il meurt. Ce sont des émotions différentes qui me sont venues avec, effectivement, ma réussite en solo sur les compétitions et les entraînements que j'ai eus avec lui, et mes agressions. Après, je ne souhaite jamais la mort de quelqu'un, même de mon pire ennemi. Je me dis que Dieu a décidé comme ça, et qu'il faut que j'avance, et que peut-être que ça nous épargne d'un procès, parce que c'est très dur psychologiquement. Nous, toutes les victimes, donc peut-être que ça nous épargne quelque part de quelque chose d'encore très difficile. Et aujourd'hui, j'essaye de briller à travers la glace, le patinage, et à travers ma passion, et ne penser aujourd'hui qu'à ce que j'aime faire, et à ma guérison. Est-ce que du coup, il y a du regret de ne pas avoir parlé plus tôt? Regret ou culpabilité, d'ailleurs? Oui, évidemment, j'aurais aimé parler avant, bien sûr. 30 ans, c'est beaucoup trop long. La justice aussi étant très longue, à prendre des décisions. Bien sûr, si j'avais pu le faire, et mon combat est là aujourd'hui, c'est-à-dire c'est libérer la parole des autres victimes, parce que quand on parle trop tard, il peut arriver ce qui m'est arrivé avec la mort d'un agresseur. C'est arrivé à plusieurs victimes aussi, et connues, dont Flavie Flamand aussi, où son agresseur est mort. Donc oui, il faut essayer vraiment de parler avant, et que la culpabilité et la honte changent de camp, parce que c'est pas de notre faute.
mon combat est là aussi aujourd'hui. Est-ce que tout espoir de justice est éteint ou est-ce qu'on peut espérer que la fédération de patinage qui savait qui s'est tue soit poursuivie pour non-dénonciation de crime? Je ne sais pas. Je sais que la Fédération des sports de glace a annoncé son décès sur leur site internet. Je n'ai pas tellement de rapport malheureusement avec ma fédération des sports de glace. Donc, Mais ils ne sont pas mis en examen, eux. non, je ne pense pas, non. Et le ministère des Sports qui savait? Non plus. Le ministère des Sports, les présidents, les ministres, pardon, changent chaque année, donc c'est difficile de. Je veux dire, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a pris les choses en main de manière positive et a pris à bras le corps cette affaire et a pu mettre une cellule de crise en place dès que j'ai parlé, et elle a été formidable, et c'est la première ministre qui a vraiment défendu les violences sexuelles dans le sport, et je la remercie encore aujourd'hui. Après, les autres personnes qui étaient en place, malheureusement c'est du passé, on peut pas revenir là-dessus. Maintenant, faut penser positif avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, et essayer que ce genre malheureusement d'histoire n'arrive plus. Alors, ce que vous racontez très bien, c'est qu'avant les viols, il y a la violence. Vous racontez qu'il vous projette à coups d'épaule contre la barrière, qu'il vous soulève en vous accrochant par le cou. Vous dites qu'il appelait ça Oshimata. Est-ce que c'est inhérent au sport de haut niveau, ça? Ou est-ce que c'est déjà un problème? Euh, Question difficile. Malheureusement, dans n'importe quel sport, je pense que ça peut arriver, et c'est pour ça que j'en ai parlé, et c'est pour ça que j'ai voulu que ma parole soit publique, hein, pour ne plus que ça arrive, et pour que les entraîneurs, quand ils ont effectivement des énervements, eh bien ils nous mettent dehors, ils nous virent, et qu'ils nous touchent pas. Maintenant, il faut pas généraliser. Il y a des entraîneurs qui sont très bien, qui ne touchent pas aux élèves, et où ça se passe très bien. Mais malheureusement, oui, moi, ça m'est arrivé, et pas qu'à moi. D'autres patineurs qui étaient dans ce club ont eu le droit à la même chose, parce que c'était quelqu'un de violent et qui avait un problème. Vous racontez quand même que Huguette, votre première entraîneuse, elle était un peu comme ça aussi. Elle criait beaucoup, effectivement. Alors elle disait qu'elle criait parce qu'on avait du talent, mais voilà, moi c'est pas ma manière d'entraîner. Moi je suis entraîneur depuis l'âge de 20 ans. Quand les élèves n'écoutent pas, je les sors tout simplement, et je leur dis voilà, vous sortez, réfléchissez, et puis quand ça ira mieux, vous reviendrez. Mais effectivement, elle n'était pas tendre non plus, cette entraîneur. C'est-à-dire que compte tenu des expériences que vous avez vécues, vous êtes une entraîneuse différente. Ah oui, très différente. Oui, 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 je suis très calme, très très psychologue, et puis lorsque j'ai eu des patineuses à caractère bien trempé, eh bien je lui disais écoute, tu sors de piste, hein, tu te calmes, et puis tu reviendras quand tu m'écouteras, et quand tu auras décidé d'appliquer les corrections et de ne pas faire ton sale caractère, par exemple. Et sur les petites, quand ils comprennent pas, on réexplique sous une autre forme technique pour qu'elles comprennent les corrections, et puis ça se passe plutôt bien. Vous devez prendre beaucoup sur vous, parce que vous le dites vous-même, vous avez un sale caractère. Vous aussi. Oui, 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 bien sûr, mais je pense qu'il faut un sale caractère, ou du caractère, on va dire, pour réussir à haut niveau, et je pense pas qu'un sportif de haut niveau médaillé d'or dans n'importe quelle discipline ait un caractère simple, sans détermination, etc. Donc oui, j'avais envie de réussir, donc oui, il m'arrivait de taper du pied, de me retourner de dos à l'entraîneur parce que je voulais réussir, ça c'est sûr. Après, je pense que même si on a un mauvais caractère, ça n'excuse pas la manière de faire de certains entraîneurs qui n'est pas normale. Parce que vous laissez entendre que beaucoup de talents décrochent à cause de ça. Oui, bien sûr, il y en a qui ont décroché parce que c'était trop, parce qu'ils supportaient plus, qu'ils supportaient pas, et ils ont dû arrêter d'un coup le patinage. Et après, 30 ans après, on se demande pourquoi ils ont arrêté, et puis on s'aperçoit que ou c'était de la violence psychologique, ou de la violence physique, voire des viols, malheureusement. Vous parlez à un moment d'une bulle dédiée au sport, dans laquelle vous avez vécu toute votre adolescence. L'acceptation, le silence, c'est la bulle.
que on s'entraîne matin, midi et soir. On mange des choses très équilibrées, on boit beaucoup d'eau, on se couche de bonne heure, on va pas au cinéma, on sort pas le soir. Donc on est dans une bulle quand on a envie de réussir au plus haut niveau. Et dès l'âge de 12 ans, quand je suis arrivée à Paris, eh bien c'était le cas. Donc on est rentré dans une bulle effectivement sportive. Alors vous racontez l'amnésie traumatique qui fait que pendant 11 ans pour vous, rien ne s'est passé, que vous avez refoulé ça. Vous pouvez nous expliquer ce mécanisme, puisque vous l'avez compris a posteriori, lorsque des psychiatres ont posé un mot, un mot Oui, oui, dessus. oui, tout à fait, oui, oui. L'amnésie traumatique, en fait, c'est le cerveau qui met ça de côté pour oublier toutes ces choses terribles, pour ne pas mourir, tout simplement. Donc, il se dissocie du corps, il est dans un coin de notre esprit et on oublie. Alors, ça peut être pendant 12 ans, 15 ans, 30 ans, 20 ans. Et quelque chose un jour va redéclencher cette mémoire traumatique. Ça peut être un décès, ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, ça peut être un amoureux, et ça va se redéclencher par bribes, et on va se souvenir de ce qui s'est passé. Mais me concernant, effectivement, j'ai complètement oublié pendant 11 ans ce qui s'est passé. Alors ça peut paraître effectivement bizarre, mais maintenant qu'on en parle de plus en plus, les psychiatres dont Muriel Salmona en parle très très bien, c'est vraiment un fonctionnement pour protéger l'enfant de ce terrible mal qui lui est arrivé. Mais quand vous dites oublier, ça veut dire que à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, vous ne savez plus que Gilles Beyer vous a violé. Tout à fait, oui. Mais plus du tout. Ah non, non, non. Non, non, c'est un phénomène très spécial que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, Oui, mais on oublie. c'est difficile. On oublie. Et même, je le croisais à la patinoire, moins puisqu'il ne m'entraînait plus, mais à aucun moment, ça m'est revenu. C'est-à-dire, vous ne le voyez pas sur le lit quand vous le croisez? Non, pas du tout. Rien, je ne vois rien, non, non. Je le croise, bonjour, ça va, voici le planning, et puis moi je repars dans mon entraînement, mais non, il n'y a rien qui me revient. Un mot sur vos parents, et notamment votre mère, ils étaient très présents, normal, c'est le cas pour tous les grands sportifs, pour tous les grands musiciens, pour tous les grands artistes. C'est-à-dire que les parents les accompagnent toute l'adolescence et deviennent leurs premiers supporters. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien calculé. Vous leur en voulez un peu de cet aveuglement? Non, pas du tout, j'en veux pas du tout à mes parents parce que c'est surtout c'est l'entraîneur qui a été malin et qui s'est rapproché des parents pour mieux avoir sa proie sous son aile, entre guillemets. Donc oui, il venait manger à la maison, oui, il me ramenait, mais mes parents avaient confiance en lui parce que c'était mon entraîneur et puis ils pouvaient pas penser une chose pareille. Je pense qu'il faut être un peu aussi tordu pour se dire si dans les vestiaires il se passait ci, il se passait ça, je pense pas qu'un parent puisse imaginer quelque chose comme ça. C'est tellement aberrant que tu peux pas penser ça. Tu peux pas. Donc non, je leur en veux pas du tout parce qu'ils sont occupés de moi vraiment très très bien et puis qu'ils ont pas pu le voir. C'était impossible à voir. Et eux, ils culpabilisent? Aujourd'hui encore? Mon papa n'est plus de ce monde. Malheureusement, il est parti au paradis juste avant la parution du livre. Mais ma maman, je pense qu'elle a encore un petit peu de culpabilité en elle, oui. Parce que c'est une grosse démonstration de perversité, ça. De vous violer, de descendre l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée et de boire une coupe de champagne avec vos parents. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Votre vie après tout ça, dites-nous pour terminer sur une note un peu joyeuse, ce que vous faites aujourd'hui. Vous n'êtes plus à Holiday on Ice. Je vais démarrer une grande tournée avec Holiday on Ice à partir de vendredi, 3 février. Là, donc oui, j'avais tout arrêté depuis 10 ans, mais je fais un grand retour sur la glace avec 2 numéros inédits mis en scène par Yves Barta et moi-même, et 2 numéros sur mon histoire de patineuse et mon histoire de vie. Et c'est un numéro que j'adresse à toutes les victimes. C'est un très beau numéro d'espoir. C'est-à-dire que ce qui vous est arrivé sera lisible dans le numéro.
Tout à fait, oui. Alors, ceux qui connaissent mon histoire, bien sûr, vont comprendre, et ceux qui ne connaissent pas, ou des enfants ou des adolescents, vont voir que je suis, enfermée dans une toile d'araignée. Est-ce que je vais sortir de cette toile? Est-ce que, je vais rester à terre? Est-ce qu'en deuxième partie, je vais me relever sur la musique de Lara Fabian, Relève-toi? Voilà, c'est tout ça, tout ça est combiné. La première chanson aussi a été écrite par Ludivine Amado et composée par Maxime Rodriguez. Donc, ce sont des chansons qui ont été aussi écrites et composées pour moi, sauf la deuxième partie où Mhm. c'est Lara Fabian. Donc, l'histoire, je veux dire, voilà, on la comprend, même si on connaît pas tout de mon livre. Vous entraînez, par ailleurs? Ah, je m'entraîne énormément, c'est très physique. Ça fait 1 an et demi que je m'entraîne, puisque la tournée avait été annulée l'année dernière avec le Covid. Donc, je m'entraîne, là, ces derniers temps, c'était 4-5 heures par jour, hein. Mais ça fait 1 an que je m'entraîne 3-4 fois par semaine sur la glace à raison de 2 heures. Et je vais aussi au sport en salle pour faire du vélo, des abdominaux, des lombaires, des étirements, du yoga. Donc, c'est la sportive de haut niveau qui est de nouveau parmi le public, et qui a mis la barre très haute dans ces 2 numéros inédits. Et à côté de ça, est-ce que vous êtes parvenu à fabriquer une jeune championne puisque vous êtes entraîneuse? Eh bien, j'ai beaucoup entraîné entre les États-Unis et la France, et là en ce moment les élèves sont aux États-Unis, repris par d'autres entraîneurs, mais j'avoue que j'ai des petites graines de championne, et je vais combiner plusieurs stages en France d'ailleurs cet été, et je suis ravie de continuer ma passion à travers ces petites pitchounes qui sont vraiment adorables, et j'entraîne tous les niveaux, hein, aussi bien les triples sauts que les jeunes, et c'est vraiment extraordinaire de pouvoir partager sa passion et son expérience au sein de ce sport que j'aime tant. Et j'ai aussi créé mon association La Voix de Sarah pour aider les victimes, et pour continuer la prévention, pour protéger nos enfants. Et je pense que dénoncer, c'est bien, mais continuer le combat, c'est mieux. Donc je me bats vraiment avec mon association La Voix de Sarah, et une exposition qui sera mise en place le 14 février à l'INSEP, Cris d'alerte, ça s'appelle. Ce sont des images très touchantes, très poignantes, avec des légendes très fortes pour faire comprendre à un public large que la honte doit changer de camp, et qu'il faut parler, qu'il faut briser le silence. Et on a aussi des photos de prévention, avec des numéros 119 notamment, des numéros d'appel d'urgence. Merci beaucoup, Sarah Abitbol, d'avoir accepté de revenir sur cette histoire douloureuse. Et donc, si vous voulez poursuivre, vous qui nous écoutez, Sarah Abitbol, Un si long silence, édité chez Plomb, et coécrit, c'est important de le dire, avec Emmanuel Anison. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.